Je suis assise sur mon balcon à Sedona, regardant le ciel du désert devenir violet. Et je pense au jour où tout a changé. C'était il y a 1 an et demi, en octobre 2024, quand j'ai appris que l'amour, lorsqu'il est tordu juste ce qu'il faut, peut ressembler exactement à du contrôle. Quand j'ai découvert que les personnes que vous avez élevées peuvent devenir des étrangers qui mesurent vos couloirs et programment votre déclin. C'est l'histoire de comment j'ai perdu ma maison pour me sauver. Laissez-moi vous ramener à ce dimanche après-midi à Asheville, en Caroline du Nord, octobre 2024. Le magnolia à l'extérieur tenait encore ses dernières fleurs. Pas demandé, dit. C'est comme ça que ça a commencé. Vanessa, ma belle-fille, mariée à mon fils David depuis 12 ans, debout dans ma cuisine un dimanche après-midi, ses mains croisées sur la table comme si elle présidait une réunion de conseil. Nous avons réfléchi, dit-elle, ne se demandant pas, réfléchissant comme si la conclusion avait déjà été atteinte, et que j'avais simplement manqué le mémo. Les enfants grandissent. Lily a 8 ans maintenant, Ethan 6. Ils ont besoin d'espace, de stabilité. J'ai versé du thé à la camomille dans 2 tasses. Le service en porcelaine de ma mère, celui avec la petite fissure le long du bord du sucrier. Je l'avais acheté lors d'une vente immobilière en 1989, quand David était encore au collège, et je pensais comprendre ce que signifiait construire une vie. Ils ont de l'espace, dis-je calmement. Votre maison est charmante. Le sourire de Vanessa ne bougea pas. Ce n'est pas suffisant. Et franchement, Barbara, à votre âge, cette maison est trop grande. Les escaliers, l'entretien. Vous avez 68 ans. 68 ans? Pas vieille. Pas encore. Je me débrouille très bien. Pour l'instant. Ces 2 mots planaient dans l'air comme de la fumée. David était assis à côté d'elle, silencieux. Mon fils, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de Henri, celui pour qui j'avais travaillé 2 emplois pour le faire aller à l'université. Il regardait sa tasse de café, ne me regardez pas. Nous ne vous demandons pas de partir, continua Vanessa, sa voix douce, raisonnable. Juste de transférer légalement la maison. Continuez à vivre ici aussi longtemps que vous le pourrez. Mais quand le moment viendra et il viendra, tout sera déjà en place. J'ai regardé mon fils David. Il a éclairci sa gorge. Maman, ça a du sens. Tu sais que ça en a. Pour qui? La mâchoire de Vanessa se serra. À peine. Pour tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de complications plus tard. Pas de dispute. Pas de précipitation quand tu ne pourras plus gérer seul. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas gérer. Pas encore, répéta Vanessa. Mais tu le feras. J'ai posé ma tasse avec précaution. La porcelaine a fait un petit son final contre la soucoupe. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, dit Vanessa en se levant. Elle a lissé sa jupe. Prends ton temps, mais pas trop. Ces choses sont plus faciles à gérer tôt. Ils sont partis par la porte d'entrée. Je les ai regardés marcher jusqu'à la voiture, la main de Vanessa sur le coude de David, le guidant. Je suis resté dans ma cuisine longtemps après ça. La maison, 3 chambres, vieux plancher en bois, fenêtres qui claquaient au vent, a soudainement semblé plus petite, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant que je ne regardais pas. Comme si le sol sous moi avait commencé à céder, grain de sable après grain de sable. Lundi midi. Aucune alerte, juste le bruit des pneus sur le gravier et Vanessa montant mon allée avec un mètre ruban à la main. David la suivait, portant une tablette, prenant déjà des photos avant que je ne puisse dire un mot. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'ils approchaient, la démarche confiante de Vanessa, le pas réticent de David, le maître ruban balançant de sa main comme un drapeau de revendication. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Barbara, dit Vanessa avec entrain, passant devant moi sans attendre d'invitation. Nous sommes juste là pour prendre quelques mesures. Nous devons voir si notre canapé d'angle ira. Notre canapé d'angle? Comme si c'était déjà décidé. Elle a traversé mon couloir, déroulant le ruban sur la largeur du couloir. David se tenait derrière elle avec la tablette, prenant des photos des plinthes, de la hauteur du plafond, de l'arche de la porte que Henri avait passé 3 week-ends à restaurer. Cela fonctionnera, murmura Vanessa plus pour elle-même que pour moi. Elle a noté quelque chose sur son téléphone. Nous devrons peindre, bien sûr. Vert sauge pour la chambre de Lily,
bleu marine pour celle d'Ethan. Je me tenais dans l'embrasure de mon propre couloir et la regardais parler de ma maison comme si je n'étais pas là. Elle est entrée dans la chambre d'amis, ma salle de couture, où je gardais des chutes de tissu et des patrons que je collectionnais depuis des années. Elle a ouvert le placard sans demander. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, a plissé le nez. Nous devrons tout vider, dit-elle. Les enfants ont besoin de rangement pour les jouets. David se tortilla, mal à l'aise. Maman, nous ne faisons que regarder. Bien sûr, dit Vanessa doucement. Juste pour planifier. Je les ai suivis pièce par pièce dans la maison. Vanessa a mesuré les portes, photographié les coins, ouvert les tiroirs comme si elle faisait un inventaire. À un moment donné, elle a ouvert ma penderie à linge et est restée là à regarder les étagères que j'avais organisées la semaine dernière. Quel âge ont ces serviettes, demanda-t-elle. Je ne sais pas, dis-je doucement. H.M., elle ferma la porte. Nous les remplacerons. Quand nous avons atteint le bureau de Henri, la pièce où je gardais encore son bureau, ses livres, la lampe de lecture qu'il utilisait chaque soir, j'ai vu David près du classeur. Le tiroir du bas était entrouvert. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Tu cherches quelque chose? Il se redressa rapidement. Non, j'admire juste le savoir-faire. J'ai regardé le classeur. En pain uni. Rien à admirer. Bien, dis-je. Vanessa apparut derrière moi. Cette pièce a une grande lumière. Ferait un parfait bureau à domicile pour David. Elle jeta un coup d'œil aux étagères. Nous pouvons donner la plupart de ceux-ci. Personne ne lit plus de livres physiques. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Au moment où ils sont partis, 2 heures s'étaient écoulées. 2 heures de mesure, de photos, de planification. 2 heures à réorganiser la moitié de ma vie dans leur tête. Vanessa s'arrêta à la porte. Nous vous enverrons les plans une fois que nous aurons tout finalisé. Elle sourit. Juste pour que vous puissiez voir à quel point ce sera beau. Je hochai la tête, ne disant rien. Quand leur voiture disparut dans la rue, je restai longtemps dans le couloir. Puis je traversai lentement chaque pièce, touchant la rampe que Henri avait poncée à la main, le manteau de cheminée que nous avions choisi ensemble à un marché d'antiquités il y a 30 ans. Le rebord de fenêtre où j'avais gardé des plantes pendant des décennies. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 40 ans. J'ai appelé un serrurier. Ce soir-là, j'étais assise dans le bureau avec un cahier ouvert devant moi. J'ai tout noté. La date, l'heure, le mètre ruban, les photos, le commentaire sur « à votre âge » que Vanessa avait laissé échapper quand j'avais protesté contre l'ouverture de ma penderie à linge. Chaque petit détail, chaque intrusion, les motifs deviennent des preuves. J'ai ouvert la boîte à serrure que je gardais dans le tiroir du bas, celui près duquel David avait été plus tôt. À l'intérieur, l'acte de propriété de la maison, les polices d'assurance, les relevés bancaires. Tout était toujours là. Tout était toujours en ordre. J'ai déplacé la clé vers une autre cachette. J'ai pensé à tout ce que j'avais survécu. L'accouchement, les problèmes financiers pendant la récession, le chagrin, des années à prendre soin de Henri alors que sa force s'estompait, alors qu'il avait de plus en plus besoin de moi jusqu'à la toute fin. J'avais 68 ans. Je n'étais pas confuse. Je montais toujours les escaliers sans tenir la rampe. Mon esprit était vif. Ma mémoire était claire. Et je savais exactement ce qui se passait. J'ai fermé le cahier et verrouillé la porte du bureau derrière moi. La nouvelle clé me semblait étrange dans ma main, plus lourde d'une certaine manière, bien qu'elle fût de la même taille que l'ancienne. À 68 ans, je marchais peut-être plus lentement le matin, mais je marchais avec précaution, et la prudence peut être bien plus dangereuse qu'il ne le réalise. 3 jours plus tard, une femme dans une berline beige s'est arrêtée alors que je taillasse le romarin devant mon Porsche. Elle est sortie avec une planchette à la main, ses talons claquant sur l'allée. Son sourire était professionnel et exercé. Elle portait un blazer de la couleur du caramel et se tenait comme quelqu'un habitué à être bien accueilli. Madame Morrison, appela-t-elle. Je suis Suzanne, agente immobilière. Elle tendit la main. Je travaille avec votre fils et votre belle-fille. Je me suis redressé lentement, brossant la terre de mes gants de jardinage. L'odeur piquante du romarin s'accrochait à mes doigts. Je ne vous ai pas invité, dis-je, gardant ma voix égale.
Son sourire vacilla légèrement. Oh, David a mentionné que vous seriez ouverte à une conversation concernant la propriété. Elle désigna ma maison comme si elle était déjà en vente. Je suis spécialisé dans les transferts familiaux. Très courant de nos jours. Le marché est excellent en ce moment si vous pensez au bon moment. J'ai retiré mes gants, un doigt à la fois. Je ne pense pas au bon moment. Elle cligna des yeux. Je vois. Eh bien, même une évaluation informelle peut être utile pour la planification successorale, les impôts. Elle ouvrit sa planchette, feuilletant des pages imprimées. J'ai déjà tiré quelques comparables dans le quartier. Des maisons victoriennes comme celle-ci. Elles sont très précieuses. Je ne vous ai rien demandé de tirer. Suzanne déplaça son poids. David a dit que vous étiez prête à discuter des options. Je la regardai directement. Mon fils parle pour lui-même, pas pour moi. Elle tendit une carte de visite, son sourire toujours en place, mais tendu maintenant. Au cas où vous changeriez d'avis. Je ne l'ai pas prise. Elle est restée là un instant de plus, la carte suspendue entre nous. Puis elle la rangea dans sa poche. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'en aurai pas, dis-je. Après son départ, je suis entré et j'ai fermé la porte. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je me tenais dans le couloir, écoutant le silence et j'ai réalisé quelque chose. Vanessa n'avait pas demandé à engager un agent immobilier. Elle avait simplement supposé la permission, supposé le consentement, supposé que j'accepterais parce que ferais-je d'autre? Ce soir-là, le téléphone a sonné. Maman, la voix de David, trop désinvolte, trop légère. Suzanne est-elle passée? Oui. Et je lui ai dit que je ne vendais pas. Silence, puis, prudemment. Maman, pourquoi rends-tu cela si difficile? Difficile? Le mot tomba comme une pierre. J'ai failli rire. Depuis quand la propriété est-elle un acte de défi? Ce n'est pas une question de défi. Son ton a changé, plus doux maintenant, patient, de cette manière que les gens utilisent quand ils pensent que vous ne comprenez pas tout à fait. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Ce n'est pas pratique. Je me débrouille très bien. Vraiment? Il a fait une pause. Tu as 68 ans, maman. Cette maison demande beaucoup de travail. Les escaliers, l'entretien, les réparations. Nous essayons juste d'aider. Il y a un ton que les enfants utilisent quand ils pensent que leurs parents déclinent. Doux, patient, sympathique, comme si vous étiez un puzzle qu'ils doivent résoudre doucement pour que vous ne remarquiez pas que vous êtes manipulé. Si vous ne faites pas attention, ce ton peut s'infiltrer dans vos propres pensées, vous faire douter de vous-même, vous faire vous demander si peut-être ils ont raison. J'ai refusé de laisser cela arriver. Je n'ai pas besoin d'aide, dis-je calmement. J'ai besoin de ma maison. David soupira longuement et lourdement. Tu rends cela plus difficile que ça ne devrait l'être. Ou peut-être, dis-je doucement. Ce n'était jamais aussi simple que vous le vouliez. Un autre silence. Celui-ci plus tranchant. Nous ne demandons pas grand-chose, maman. Juste que tu penses à ce qui a du sens pour tout le monde. J'y pense, dis-je, j'y ai beaucoup réfléchi, en fait. Alors tu y réfléchiras. Non. Le mot resta là, définitif, sans ambiguïté. La voix de David baissa, frustrée maintenant. Maman. Bonne nuit, David. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, le téléphone toujours à la main. Dehors, l'érable perdait ses feuilleteaux, les éparpillant sur la pelouse en tas irréguliers. La lumière d'octobre filtrait à travers les branches, jetant de longues ombres. Pour la première fois depuis des années, je me suis demandé à quoi ressemblait cette maison pour quelqu'un qui ne l'aimait pas. Juste des murs et des planchers et des pièces, des mètres carrés, une valeur marchande, une transaction en attente. Puis j'ai imaginé autre chose, un choix, pas le leur. Le mien. Mardi matin, j'ai roulé 40 minutes jusqu'à la ville voisine, chez un avocat que David n'aurait jamais pensé à appeler. Le bureau de Robert Fletcher était situé au-dessus d'une boulangerie dans une rue calme. Le genre d'endroit où l'on passe sans le remarquer. Pas de verre étincelant, pas de hall en marbre, juste un escalier étroit et une porte avec son nom poché en lettres noires simples. À l'intérieur,
L'espace était modeste, des étagères garnies de volumes juridiques, un bureau usé et lisse sur les bords, une photo encadrée d'un golden retriever sur la crédence. Pas de diplômes affichés, pas de récompenses sur les murs, juste un professionnalisme tranquille. Il se leva quand j'entrai, me serra la main fermement. « Madame Morrison, veuillez vous asseoir. » Je m'assis. Il attendit. Je lui racontai tout. La déclaration autour du thé, le maître ruban, l'agent immobilier qui s'était présenté sans invitation, les commentaires sur mon âge, sur le côté pratique, sur ce qui était raisonnable, la phrase que David avait utilisée, raison légale. Robert écouta sans m'interrompre. Il prit des notes de temps en temps, son stylo se déplaçant régulièrement sur un bloc-notes jaune. Quand j'eus fini, il se pencha en arrière dans sa chaise et me regarda directement. « Madame Morrison, dit-il, vous n'êtes pas confuse. Vous êtes manipulée. » Le mot tomba avec poids. Manipulée. J'y avais pensé. Je ne l'avais pas dit à voix haute. L'entendre prononcer par quelqu'un dont le métier était de connaître la différence le rendait réel. Ce qu'ils font, continua-t-il, c'est tester les limites, voir jusqu'où ils peuvent pousser avant que vous ne repoussiez. Il tapota son stylo contre le bloc-notes. Elle prépare également le terrain. Les commentaires sur votre âge, sur le fait que la maison est trop pour vous, ceux-ci ne sont pas anodins. Ils construisent un récit. Pourquoi? Pour une accusation d'incompétence, si cela en vient là, s'ils décident que la pression légale est la prochaine étape. Je sentis mon pouls dans le bout de mes doigts. Robert posa son stylo. Soyons clairs. Vous avez des options. Plusieurs d'entre elles. Il les décrivit méthodiquement, fiducie révocable, procuration limitée, dépôt de protection qui rendrait toute contestation légale plus difficile. Chaque option avait ses avantages et ses inconvénients, ses délais, ses coûts. Puis il mentionna autre chose. Sa voix resta calme, mesurée. Vous pourriez aussi vendre à vos conditions, discrètement. L'idée flotta dans la pièce comme de l'air froid glissant sous une porte fermée. Si vous vendez avant qu'une réclamation légale concernant l'incompétence ne soit initiée, dit-il, il n'y a plus rien à contester. L'actif a disparu. Le levier disparaît. Le levier disparaît. J'ai pensé au maître ruban de Vanessa, au ton prudent de David au téléphone, à la planchette de l'agent immobilier. Tout cela dépendait d'une chose, la maison m'appartenait encore. Comment cela fonctionnerait-il? Demandai-je. Discrètement. Je peux vous recommander des agents spécialisés dans les ventes discrètes, pas d'annonces publiques, pas de journées portes ouvertes, seulement des acheteurs qualifiés. Cela prendrait du temps, mais pas beaucoup. Quelques semaines, peut-être un mois. Il fit une pause. La clé est le silence. Personne ne peut s'opposer à une vente qu'il ne sait pas qu'elle se produit. Le silence. Je pouvais faire le silence. Il tira un dossier de son tiroir et le fit glisser sur le bureau. Informations préliminaires, directives d'évaluation, une liste d'agents en qui j'ai confiance. Regardez-le. Appelez-moi quand vous serez prête à procéder. J'ai pris le dossier. Mes mains étaient fermes. Une chose de plus, dit Robert. Si vous faites cela, vous devez être préparé à leur réaction. Ils seront en colère. Ils se sentiront pris au dépourvu. Il me regarda dans les yeux. Mais vous serez en sécurité financièrement et légalement. Ils ne pourront pas contester ce qui est déjà fait. Je me suis levé, le dossier sous le bras. Merci. Il m'a accompagné à la porte. Vous avez élevé une famille, Madame Morrison. Vous avez survécu à la perte. Vous n'êtes pas fragile. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. J'ai quitté le bureau avec le dossier dans mon sac à main et quelque chose s'approchant de l'anticipation montait en moi. Pas la peur, pas la colère, mais l'autonomie. Pendant des semaines, j'avais réagi, observé, documenté, défendu. Maintenant, j'avais une voix différente. Pas une qu'il s'attendait. Pas une qu'il pouvait prédire. Je n'attendrai pas qu'il me prouve incompétente. Je me prouverai décisive. J'ai descendu l'escalier étroit, passant devant la boulangerie avec son odeur chaude de pain et de cannelle, et je suis monté dans ma voiture. Le dossier était sur le siège passager à côté de moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je suis resté là un instant, les mains sur le volant,
sentant le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. L'isolement a commencé si tranquillement que j'ai presque admiré sa précision. D'abord, il y a eu la notification par email du système hospitalier. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mes dossiers médicaux. J'ai appelé immédiatement. L'administrateur a confirmé que Vanessa les avait demandés, citant son inquiétude pour mon bien-être. Ils ont refusé la demande et ont envoyé l'alerte. Protocole standard lorsqu'une personne sans autorisation tente d'accéder au dossier des patients. Personne n'avait annulé mes ordonnances, mais elle avait essayé d'accéder à mes informations de santé, construisant un dossier, j'ai réalisé, documentant. Samedi, à mon club de lecture, 2 amis m'ont demandé gentiment si j'allais bien. David a mentionné que vous avez été dépassé dernièrement, dit l'une, sa voix douce d'inquiétude. L'autre hocha la tête. Nous voulions juste prendre de vos nouvelles. Je vais parfaitement bien, dis-je en souriant. Mais la graine du doute avait été plantée. Pas en moi, en elle. Mon relevé bancaire n'est pas arrivé. J'ai vérifié la boîte aux lettres 2 fois, puis j'ai appelé la banque. Nous l'avons envoyé à l'adresse enregistrée, dirent-ils. Je me suis demandé qui avait vérifié mon courrier. Puis la clinique a laissé un message vocal concernant un rendez-vous que je n'avais jamais pris. J'ai rappelé. Votre belle-fille a pris le rendez-vous, dit joyeusement la réceptionniste. Une évaluation cognitive. Juste une routine. Routine. Personne ne programme une évaluation cognitive pour une personne de 68 ans en bonne santé sans raison, sans but. Je l'ai ajouté à mon carnet. Tentative d'accès médical, commentaire du club de lecture, rendez-vous non autorisé. Chaque entrée un petit morceau d'une image plus grande. Il construisait une histoire. Et les histoires, lorsqu'elles sont répétées suffisamment de fois, deviennent de la documentation. Alors j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis devenue accommodante. Quand David a appelé, me demandant si j'avais réfléchi davantage à être pratique, j'ai adouci ma voix. J'y ai pensé, dis-je. Il y a eu une pause. Il ne s'y était pas attendu. Vraiment? Le soulagement a inondé son ton. C'est tout ce que nous voulions, maman. Juste de l'ouverture. Je veux comprendre les options, dis-je. Aide-moi à voir ce que tu penses. Il a pratiquement exhalé de gratitude au téléphone. Dimanche, ils sont venus. Vanessa a apporté des pâtisseries coûteuses saupoudrées de feuilles d'or, arrangées sur une assiette en céramique blanche. Elle les a posées sur ma table de cuisine comme une offrande. J'ai fait du thé dans la théière de jade, celle que j'avais gardée de ma mère, et j'ai versé lentement, ma main ferme. Vanessa m'a regardé, et j'ai vu qu'elle notait mentalement, pas de tremblement, pas d'hésitation. Bien. Qu'elle voit que j'étais capable. Qu'elle pense que je revenais à la raison. À quoi ressemblerait le chemin le plus facile? Ai-je demandé, mon ton doux, coopératif. Vanessa s'est penchée en avant, son expression chaleureuse. Transfert familial. Tu resterais ici, bien sûr. Nous prendrions progressivement en charge les responsabilités. Les documents l'officialiseraient, mais au quotidien, rien ne changerait. Rien ne changerait sauf la propriété, sauf le contrôle, sauf tout. J'aurais besoin de le revoir avec un conseiller juridique, dis-je, juste pour m'assurer que je comprends. Le sourire de Vanessa s'est tendu, mais elle a hoché la tête. Si cela te met à l'aise. Oui. David a tendu la main sur la table et m'a tapoté la main. Nous n'essayons pas de te presser, maman. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux. Je l'ai regardé. Vraiment regardé et je me suis demandé quand il avait appris à mentir si facilement. Je sais, dis-je. Ils sont restés 1 heure. Vanessa a reparlé des couleurs de peinture. Sauge pour Lily, bleu marine pour Ethan. David a mentionné un entrepreneur qui pourrait s'occuper des mises à jour. Il parlait comme si c'était déjà décidé, mais doucement maintenant, me donnant soigneusement l'illusion du choix. J'ai hoché la tête. J'ai posé des questions. J'ai versé plus de thé. Quand ils sont partis, Vanessa m'a embrassé à la porte. Je suis si contente que nous soyons sur la même longueur d'onde maintenant, dit-elle. Moi aussi, dis-je. Je les ai regardés s'éloigner en voiture, puis j'ai fermé la porte et je suis resté dans le couloir. Ils pensaient que je négociais les termes.
Je calculais le temps. Mardi, j'ai revu Robert. Nous devons agir plus vite que prévu, dis-je. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement hoché la tête et a sorti son téléphone. Je vous mettrai en contact avec un agent discret, quelqu'un qui gère les ventes privées, pas d'annonces publiques, pas de journées portes ouvertes, uniquement des acheteurs préqualifiés. Combien de temps? Si nous avons de la chance, 2 à 3 semaines. 4 au maximum. J'ai pensé à la tentative d'accès de Vanessa à mes dossiers médicaux, au rendez-vous d'évaluation cognitive, à la construction soignée d'un récit sur une femme qui ne pouvait pas gérer sa propre vie. Faisons-le, dis-je. Robert a passé l'appel pendant que j'étais assise en face de lui. Quand il a raccroché, il m'a regardé directement. La clé est le silence, Madame Morrison. Personne ne peut arrêter une vente qu'il ne sait pas qu'elle se produit. Je comprends. Il a fait glisser une carte de visite sur le bureau. Elle vous contactera aujourd'hui. Répondez à toutes les questions honnêtement. Elle a besoin d'agir vite, et vite exige de la confiance. J'ai pris la carte. Mes mains étaient fermes. Moins de 48 heures après la visite de l'agent, une offre était sur la table. Cash, clôture rapide. L'agent avait agi pendant que j'avais dit à Vanessa que je faisais nettoyer la maison en profondeur. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. C'était juste un autre genre de nettoyage. Elle avait traversé chaque pièce avec un détachement professionnel, prenant des notes sur les planchers de bois franc, les moulures, le petit solarium attenant à la cuisine où la lumière du matin entrait en carré doré. Elle ne s'est pas attardée. Elle n'est pas devenue émotive. Elle a juste documenté, évalué, calculé. Ça se vendra vite, avait-elle dit d'un ton factuel. Elle avait raison. Maintenant, je me tenais dans le bureau, tenant les documents préliminaires. Mes mains tremblaient, non par peur, mais par l'énormité de ce que j'étais sur le point de faire. Ce n'était pas seulement une transaction. C'était une amputation. Vendre une maison, ce n'est pas une question de mètres carrés ou de valeur marchande. C'est 40 ans de matin avec du thé à la camomille sur le porche. 40 ans de rôtis de Noël et de biscuits au pacane au bord brûlé. C'est Henri debout devant le poêle, fredonnant faux en faisant des œufs brouillés. C'est David apprenant à marcher, ses petites mains agrippant la rampe. C'est chaque couleur de peinture que j'ai choisie. Chaque réparation que j'ai faite, chaque coin que j'ai nettoyé, chaque souvenir en couche dans les murs comme des sédiments. J'ai pensé au magnolia dehors, celui que Henri avait planté l'année où nous avions emménagé. J'ai pensé à la chambre à l'étage où j'avais soigné David pendant ses fièvres. Où j'avais tenu la main de Henri alors que sa force s'estompait, où je m'étais réveillé seul pendant les 3 dernières années et où j'avais appris à quoi ressemblait vraiment le silence. Ma poitrine s'est serrée. Puis j'ai imaginé Vanessa, maître à la main, traversant mon couloir comme une géomètre revendiquant un terrain. J'ai imaginé David programmant une évaluation cognitive sans mon consentement. Sa voix prudente et patiente comme si j'étais un enfant à gérer. J'ai imaginé des papiers signés dans des bureaux calmes pendant qu'on me disait que c'était pour mon bien. J'ai imaginé des clauses sur la surveillance financière en cas de déclin de la santé. J'ai imaginé un tiroir verrouillé avec mon nom dessus, quelqu'un d'autre tenant la clé. Le tremblement s'est arrêté. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Robert. J'accepte l'offre. Bien. Sa voix était calme, posée. Je préparerai tout pour la signature. Pouvez-vous venir jeudi matin, 9h30? Oui. Apportez une pièce d'identité. Nous finaliserons tout alors. Une fois signé, c'est fait. Pas de retour en arrière. Je comprends. Il a fait une pause. Vous faites ce qu'il faut, Madame Morrison. Je n'étais pas sûr d'y croire encore, mais je savais que c'était la seule chose à faire. Après avoir raccroché, je suis monté. J'ai ouvert le placard de la chambre principale et j'ai sorti une valise, la bleu marine avec le coin éraflé, celle que j'avais prise lors de notre dernier voyage ensemble, Henri et moi, sur la côte il y a 7 ans. Je l'ai posée sur le lit et je l'ai lentement dézippée. Je n'ai pas commencé à faire mes valises. Pas encore. Je suis juste resté là, regardant l'espace vide à l'intérieur, pensant à ce qui était essentiel. En quoi 40 ans se résume-t-il lorsque vous vous choisissez vous-même? Pas des meubles, pas de la vaisselle, pas le magnolia ou les moulures ou la lampe de lecture que Henri utilisait chaque soir. Des photographies, quelques livres,
la théière de jade de ma mère, le sucrier en porcelaine au bord ébréché, la boîte à serrure avec l'acte de propriété, bientôt l'acte de propriété de quelqu'un d'autre, mon carnet rempli de dates et de détails. Preuve que je n'étais pas confuse, preuve que j'avais fait attention depuis le début. J'ai pensé à ce que je laisserais derrière moi. Le papier peint de la salle à manger que j'avais choisi en 1987. Le jardin que j'avais planté chaque printemps. La table de cuisine où David avait fait ses devoirs, où Vanessa s'était assise avec son maître et ses suppositions. Je laisserai tout. Laisser quelqu'un d'autre remplir les pièces de ses propres souvenirs. Laisser la maison devenir la leur, comme elle était autrefois devenue la mienne. Ce n'était qu'une structure maintenant, juste des murs, des planchers et des fenêtres. La vie que j'avais construite ici, je l'emportais avec moi. J'ai fermé la valise sans rien y mettre. Pas encore. Mais elle était là, ouverte, prête. Cette fois, c'était moi qui mesurais. C'était moi qui calculais. C'était moi qui décidais ce qui restait et ce qui partait. Et je décidais vite. Mercredi soir, Vanessa a insisté pour organiser. Asseyons-nous en famille, Barbara, dit-elle au téléphone, sa voix chaude et persuasive. Je suis arrivé et j'ai trouvé la salle à manger mise en scène comme une représentation. Nappe en lin, argenterie polie, bougies brûlant bas, leurs flammes stables dans l'air immobile. Lily et Ethan étaient inhabituellement calmes à l'extrémité de la table, sentant que quelque chose avait été répété. Le dîner a commencé par des sujets inoffensifs, l'école, l'entraînement de football, le nouveau treillis de rose des voisins. Vanessa n'arrêtait pas de remplir mon verre de vin, trop attentive, trop prudente. J'y ai à peine touché. À mi-chemin du repas, elle a tendu la main à côté de sa chaise. Elle a posé un dossier mince sur la table, l'a fait glisser sur le bois poli vers moi. Les bougies ont vacillé en se déplaçant. Barbara, ce n'est qu'une ébauche. Rien de contraignant. Je ne l'ai pas touché immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Un accord, dit David. Sa voix était mesurée, exercée, un plan de transition pour protéger tout le monde. Protéger. J'ai lentement ouvert le dossier. À l'intérieur, des pages soigneusement dactylographiées, un langage juridique, des phrases comme structure de transfert de propriété et conditions de résidence conditionnelle. Conditionnel, le droit de vivre dans ma propre maison, conditionnel. J'ai continué à lire, affirmation de compétence. Des lignes sur la surveillance financière en cas de déclin de la santé. Déclin. Ils avaient écrit mon futur déclin dans un document juridique comme si c'était inévitable. Comme si c'était déjà en train de se produire. J'ai refermé le dossier doucement. Non. Le mot est sorti plus lourd que je ne l'avais prévu. Vanessa cligna des yeux. Tu n'y as même pas réfléchi. J'y ai réfléchi avant d'entrer ici. David s'est penché en avant, sa voix baissant. Maman, si tu refuses de planifier de manière responsable, nous devrons peut-être envisager d'autres voies. D'autres voies. Ce n'était plus une suggestion, une menace. Lily a baissé les yeux vers son assiette. Ethan s'est tortillé, mal à l'aise. Il savait. Même les enfants savaient que ce n'était pas un dîner de famille. C'était une négociation. Et c'était moi qui étais négocié. Je me suis levé, pliant ma serviette et la posant à côté de mon vin intouché. Merci pour le dîner. Le sourire de Vanessa ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent. Pense-y, Barbara. Pour ton propre bien. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché dehors. Lundi après-midi, mon amie Claire a appelé. Sa voix avait cette qualité hésitante que les gens utilisent lorsqu'ils annoncent de mauvaises nouvelles. Barbara, je ne sais pas si je devrais te le dire. Elle avait vu Vanessa dans un restaurant chic du centre-ville avec un homme qui n'était pas David. Ils étaient intimes, dit Claire avec précaution. Ils se tenaient la main. La façon dont elle le regardait, ce n'était pas occasionnel. Elle m'a envoyé une photo sur mon téléphone. J'ai fixé l'écran. Un homme aux cheveux foncés dans un costume coûteux. Vanessa penchée près, riant, sa main couvrant la sienne sur la table. Nous nous sommes rencontrés dans un café une heure plus tard. Claire avait fait quelques recherches rapides, le genre que seule une ancienne parajuriste pouvait faire. Son nom est Marcus Brennan, promoteur immobilier, récemment divorcé, riche.
Elle a fait glisser une impression sur la table. Il a acheté des propriétés dans le quartier historique, rénovation, revente. J'ai regardé la photo à nouveau, l'expression de Vanessa rayonnante, sans défense. Pas le masque prudent qu'elle portait autour de moi. Pas la performance qu'elle jouait pour David. C'était différent. C'était réel. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Je ne sais pas. Mais à en juger par leur air à l'aise, ce n'est pas récent. Je me suis assise en arrière, mon café refroidissant dans mes mains. Pendant tout ce temps, Vanessa avait insisté pour avoir ma maison. Non pas pour les enfants, non pas pour David. Pour ça, pour une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Ma maison était l'atout dont elle avait besoin pour faire ce saut. Vas-tu le dire à David? Demanda Claire doucement. J'y ai réfléchi. Si je lui disais maintenant, juste après avoir refusé de signer leur accord, il penserait que je me vengeais, essayant de lui faire du mal. Il ne me croirait pas. Il penserait que j'étais confuse, vindicative, désespérée, et Vanessa le tordrait. Elle ferait de moi la méchante. La belle-mère amère fabriquant des mensonges pour garder le contrôle. Non, dis-je, pas encore. Claire fronça les sourcils. Barbara. David saura la vérité, dis-je. Mais pas par moi. Pas maintenant. D'abord, je dois me protéger. J'ai marché jusqu'à ma voiture, la photo toujours ouverte sur mon téléphone, Vanessa souriante, la main de Marcus Brennan sur la sienne, un avenir qu'il construisait avec des morceaux de ma vie. Demain, je signerai les papiers. Demain, je vendrai la maison qu'ils dépensaient déjà dans leur tête. Demain, je retirerai le levier qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient sur le point de perdre. Et alors seulement, David verrait ce qu'il avait été trop aveugle pour remarquer. Si vous êtes toujours avec moi, commentez le numéro 7 ci-dessous pour que je sache que vous suivez toujours cette histoire. Et dites-moi honnêtement, si vous étiez dans ma position, avec votre propre famille essayant de vous faire pression comme ça, que feriez-vous ensuite? Céderiez-vous ou feriez-vous un mouvement qu'ils n'ont jamais vu venir? Avant de continuer, une note rapide. Certaines parties de la section suivante incluent des éléments dramatisés à des fins de narration et de réflexion. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels est fortuite, mais le message se veut significatif. Jeudi matin, 9h30, j'étais assise en face de Robert Fletcher dans son bureau au-dessus de la boulangerie. Les documents étaient étalés sur son bureau, des pages de langage juridique, des accords d'achat, des documents de transfert. C'est ça, dit Robert, glissant la dernière page vers moi. Une fois que vous signez, c'est fait. J'ai pris le stylo. Pendant un instant, j'ai pensé à tout ce que cette signature signifiait. Le rire de Henri. Les premiers pas de David. Le jardin que j'avais planté chaque printemps. 40 ans se condensant en encre sur papier. J'ai signé. Robert en a été témoin. Il a estampillé la date et l'heure. 24 octobre 2024. 9h47 du matin. C'est fait, dit-il doucement. Vous recevrez les fonds cet après-midi. Il me tendit un dossier, ma copie, preuve que j'avais agi de manière décisive, compétente, indépendante. Je suis rentré chez moi lentement. La maison semblait la même quand je suis entré dans l'allée, mais elle n'était plus la mienne. Je suis entré, j'ai posé le dossier sur la table de la cuisine, et je me suis tenu dans le silence. 3 heures plus tard, la sonnette a retenti. David et Vanessa se tenaient côte à côte. Pas de sourire, pas d'excuses, un front uni. Ils sont entrés sans attendre. Nous nous sommes assis dans le salon, eux sur le canapé, moi dans le fauteuil de Henri. Vanessa a parlé la première, sa voix mesurée. Barbara, nous avons consulté un spécialiste. J'ai attendu, les mains croisées. Si vous continuez à résister, dit-elle, nous devrons envisager une évaluation formelle. Formelle, ai-je demandé. Reconnue par le tribunal, a précisé Vanessa. Pour déterminer si vous vous débrouillez correctement, a ajouté David, sans me regarder dans les yeux. Si un médecin confirme une instabilité cognitive, nous pouvons demander une tutelle temporaire. Tutelle, le mot est resté suspendu dans l'air. Intéressant, dis-je calmement. Parce que les tribunaux donnent la priorité à la vérité. Les yeux de Vanessa se sont plissés. Nous avons la vérité. Oubli. Mauvais jugement. Vous avez manqué le club de lecture.
Vous avez oublié que nous venions dîner. 2 mensonges. Nous essayons d'aider avant que les choses ne déclinent davantage. Elle a dit davantage, impliquant un déclin déjà en cours. David s'est penché en avant. Maman, si vous ne voulez pas coopérer. Je comprends, dis-je. Ils ont cligné des yeux, surpris. Je me suis levé, je suis allé au bureau, et je suis revenu avec le dossier. Je l'ai posé sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? Demanda David. Je l'ai ouvert. La première page montrait l'accord de vente signé et daté. 9h47 ce matin. J'ai vendu la maison, dis-je. Silence. Vous. Quoi? Vanessa a fixé le dossier. J'ai vendu la maison ce matin. Vente au comptant. Je les ai regardés tous les deux. Il n'y a pas de maison à se disputer. Pas d'actifs à placer sous tutelle. Le visage de David est devenu pâle. Vous ne pouvez pas. Je l'ai déjà fait. Vanessa s'est levée brusquement. C'est exactement de cela que nous parlons. Décision impulsive, mauvais jugement. J'ai engagé un avocat, dis-je calmement. J'ai consulté des professionnels. J'ai pris une décision éclairée et juridiquement contraignante. J'ai pris le dossier. Vous êtes les bienvenus à demander la tutelle. Mais il n'y a plus rien à conserver. Les mains de David se sont serrées. Maman, as-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Oui, dis-je. Je me suis protégé. La voix de Vanessa est devenue acerbe. Où vas-tu même aller? C'est ma préoccupation, pas la vôtre. C'est insensé, siffla-t-elle. Tu viens de jeter ta maison. Non, dis-je. Je l'ai empêchée d'être prise. David s'est levé. Nous essayons de t'aider. Non, dis-je doucement. Vous essayez de me contrôler. Il y a une différence. Ils sont partis sans un mot de plus. La porte s'est refermée violemment derrière eux. Je suis resté dans le couloir, écoutant leur voiture s'éloigner. La maison me semblait différente maintenant, non pas plus vide, mais plus légère, comme si quelque chose de lourd s'était enfin envolé. J'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai fait du thé, et je me suis assise à la table avec le dossier devant moi. 24 octobre 2024, 9h47 du matin, le moment où je m'étais choisi moi-même. Vendredi matin, la maison était à moi pour un jour de plus. J'ai ouvert la valise bleu marine sur mon lit, celle avec le coin éraflé, celle que j'avais prise lors de ce dernier voyage avec Henri il y a 7 ans. J'ai commencé à trier ce qui restait de 40 ans. Ce qu'il fallait prendre, ce qu'il fallait laisser, ce qu'il fallait abandonner. Les photographies sont allées dans une petite boîte. Pas toutes, juste celles qui comptaient. Henri et moi le jour de notre mariage. David bébé riant dans le bain. Nous 4 à la plage avant que Henri ne tombe malade. Le sucrier en porcelaine au bord ébréché. La théière de jade de ma mère. Le carnet rempli de dates et de détails. Preuve que j'avais fait attention depuis le début. J'ai traversé la maison méthodiquement, non pas en deuil, mais en cataloguant les souvenirs. La cuisine où j'avais appris à David à faire des crêpes. Le salon où le sapin de Noël se tenait chaque décembre. La chambre où Henri avait rendu son dernier souffle. Je ne faisais pas mes valises de tout, juste l'essentiel, juste ce dont j'avais besoin pour prouver que je pouvais recommencer. À 10h15, le téléphone a sonné. Le nom de David a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Maman, sa voix était tendue, stressée. Il faut qu'on parle. Nous avons parlé hier, dis-je calmement. Vanessa a pleuré toute la nuit. Elle ne peut pas croire que tu nous ferais ça, aux enfants. J'ai posé le pull que j'étais en train de plier. Je n'ai rien fait aux enfants, David. J'ai vendu ma propre maison. Tu savais que nous en avions besoin. Non, dis-je. Vanessa la voulait. Il y a une différence. Silence, puis. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez un appartement de 2 chambres. Le même appartement que vous avez depuis 3 ans. Rien n'a changé, sauf vos attentes. Maman, s'il te plaît. Sa voix se brisa. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons te rembourser. Nous pouvons trouver un arrangement avec l'acheteur. C'est fait, David.
La maison appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Il n'y a rien à arranger. Alors où vas-tu? Demanda-t-il. Quel est ton plan? C'est ma préoccupation. Tu n'as pas de plan, dit-il. Et j'ai pu entendre le bord de la panique s'installer. Tu agis de manière irrationnelle. C'est exactement ce qui nous inquiétait. J'ai un plan, dis-je doucement. J'en ai un depuis des semaines. J'ai consulté un avocat. J'ai pris une décision juridique éclairée et contraignante. Ce n'est pas irrationnel. C'est de la légitime défense. Vanessa dit que nous pouvons toujours déposer plainte. Que la vente pourrait être contestée si nous pouvons prouver. Prouver quoi? Les jeux interrompus. Que je suis incompétente? Avec quelle preuve? J'ai engagé des professionnels. J'ai suivi les procédures légales. Un juge vous rirait au nez. Il resta silencieux un long moment, puis plus doucement. Pourquoi ne nous as-tu pas fait confiance? La question resta suspendue entre nous. Parce que vous ne l'avez pas mérité, dis-je. Vous êtes entré dans ma maison avec un mètre ruban. Vous avez essayé d'accéder à mes dossiers médicaux. Vous avez programmé des rendez-vous que je n'avais pas demandés. Vous avez monté un dossier contre moi comme si j'étais un problème à résoudre au lieu d'une personne à respecter. Nous essayons d'aider. Non, dis-je, vous essayez de contrôler. Il y a une différence. Un autre silence. Je n'arrive pas à croire que tu gâcherais notre relation pour une maison, dit-il finalement. Je ne l'ai pas gâchée, dis-je. Vous l'avez fait. Au moment où vous avez décidé que je n'étais pas capable de décider de mon propre avenir. J'entendais la voix de Vanessa en arrière-plan, perçante et insistante. Je dois y aller, dit David. Moi aussi. La ligne est devenue morte. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mes affaires. J'ai plié les vêtements lentement, délibérément. J'ai enveloppé le sucrier dans du papier journal. J'ai placé la théière de Jade dans un sac rembourré. Chaque objet un choix. Chaque choix un acte d'autonomie. Demain, les nouveaux propriétaires arriveraient. Un couple discret avec 2 enfants et des yeux bienveillants. Ils m'avaient demandé si j'avais besoin de plus de temps. Je leur avais dit que 48 heures suffisaient. C'était le cas. J'ai parcouru la maison une dernière fois, touchant la rampe, les cadres de porte, les rebords de fenêtres. Non pas pour dire au revoir, juste pour reconnaître ce qui avait été. Un jour de plus, puis je partirai. Non pas parce que j'étais chassé, non pas parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que j'avais choisi cela, chaque étape. Et cela faisait toute la différence. Samedi midi, j'ai remis les clés au nouveau propriétaire, le couple discret aux yeux bienveillants, et je suis parti sans me retourner. Tout ce que je possédais tenait dans le coffre et sur la banquette arrière de ma voiture. 40 ans réduits à ce qui pouvait être emballé en 6 heures. C'était plus léger que je ne l'avais imaginé. Il y avait quelque chose de privé à conduire seul, l'autoroute entière s'étendant devant moi sans personne à qui rendre des comptes. J'ai traversé la Caroline du Nord jusqu'au Tennessee, les phares fendant le crépuscule tandis que des villes dont je n'avais jamais entendu parler défilaient, Kingsport, Bristol, Knoxville. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas douté. J'ai juste conduit. Samedi soir, je me suis arrêté dans un motel de bord de route quand mes yeux sont devenus trop lourds. La chambre sentait le nettoyant industriel et les cigarettes de quelqu'un d'autre. J'ai dormi difficilement sur un matelas inconnu, je me suis réveillé avant l'aube, et j'ai continué. Dimanche, j'ai traversé l'Arkansas, puis l'Oklahoma. Le paysage a lentement changé, des arbres denses, faisant place à des collines sèches, puis de vastes étendues de désert parsemées de sauges et de cactus tenaces. Le ciel ici me semblait énorme, presque théâtral dans son ouverture. Rien ne l'encombrait, rien ne s'approchait. Dimanche soir, j'étais au Nouveau-Mexique, puis en Arizona. Le coucher de soleil peignait les formations rocheuses rouges en or et en ambre alors que je suivais le GPS vers Sedona. Les roches s'élevaient comme d'anciennes cathédrales, silencieuses et durables. Je suis arrivé au Red Rock Vista appartement juste après 19 heures. Des murs de stuc beige, une petite cour avec du gravier au lieu de l'herbe. Ici, personne ne connaissait mon nom. La gérante de la propriété m'a remis les clés avec un sourire poli. Bienvenue, dit-elle. Le mot me semblait pur. Le studio était simple. Une chambre, une petite cuisine,
un balcon étroit donnant sur le parking, et au-delà, un désert sans fin. À l'intérieur, l'air sentait la peinture fraîche et la poussière. J'ai posé ma valise sur le sol et je suis resté immobile, à écouter. Pas de pas au-dessus de ma tête, pas de porte s'ouvrant inopinément, pas de conversation à mon sujet dans la pièce d'à côté, juste le silence. J'ai défait mes valises lentement, non pas avec chagrin, mais avec intention. La théière de jade sur l'étagère de la cuisine, la montre de Henri rangée dans le tiroir de la table de nuit. La boîte de bagues de colle que ma mère gardait au cas où quelque chose se déchirerait, sur la commode. 5 chemisiers accrochés dans le placard. C'était suffisant. Lundi matin, mon téléphone a vibré. Le nom de Vanessa a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Où êtes-vous » demanda-t-elle sans salutation. « Zifa » dis-je. « Vous nous avez tendu un piège. Les acheteurs ont changé les serrures. Nous sommes allés à la maison ce matin. »« Ce n'est plus ma maison » dis-je calmement, regardant le désert. « Nous contestons la vente » dit-elle sèchement. « Vous étiez sous la contrainte. » Clairement pas en état de réfléchir. La contrainte n'est pas synonyme d'incompétence, l'ai-je interrompu. J'ai consulté un avocat. J'ai suivi les procédures légales. J'ai pris une décision éclairée au cours de plusieurs semaines. Ce n'est pas de la contrainte. C'est de la planification. Vous ne nous avez même pas dit. Je ne vous devais pas d'explication. Je me devais une protection. La voix de Vanessa est devenue froide. Nous avons déjà parlé à un avocat. Il y a des raisons de contester. Contester quoi, ai-je demandé. Une vente légale à un acheteur qualifié avec un contrat signé, une signature de témoin et un transfert de titre clair. Allez-y, déposez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de diagnostic. Pas d'ordonnance du tribunal, pas d'injonction. Vous avez déposé trop tard. Silence de l'autre côté. Où êtes-vous ? Demanda-t-elle à nouveau, plus doucement maintenant. C'est ma préoccupation, pas la vôtre. David veut vous parler. Alors David peut m'appeler lui-même. J'entendais sa respiration, perçante, frustrée. Vous avez rendu cela tellement plus difficile que ça ne devait l'être. Non, dis-je. Je l'ai rendu exactement aussi difficile que cela devait l'être pour me protéger. J'ai raccroché. Je me tenais sur le balcon étroit, le téléphone toujours à la main. Le désert s'étendait devant moi, vaste, ouvert et silencieux. L'air sentait différemment ici, sec, pur, sans le poids de l'humidité que j'avais connue toute ma vie. Derrière moi, le petit appartement attendait. Murs unis, étagère vide, une page blanche. Personne ici ne connaissait mon nom. Personne ici n'avait d'idées préconçues sur ce que je pouvais ou ne pouvais pas gérer. Personne ici ne mesurait ma compétence ou ne montait un dossier. J'avais 68 ans. J'avais traversé la moitié du pays seul. J'avais navigué dans des motels et sur des autoroutes et des routes inconnues. J'avais recommencé avec rien d'autre que ce qui tenait dans ma voiture. Et j'allais bien. Mieux que bien. J'étais libre. Lundi matin, je suis entré dans une librairie qui sentait le papier et la poussière. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait le second Win Books. J'avais vu l'annonce dimanche après-midi en achetant du café au coin de la rue. Un tableau d'affichage communautaire encombré d'avis locaux. Cours de yoga, chat perdu, librairie cherchant de l'aide à temps partiel. La librairie a attiré mon attention. Pas accent grave-l'œil, pas lucratif, mais calme. Maintenant, je me tenais à l'intérieur d'un magasin étroit, bordé du sol au plafond d'étagères, de vieilles échelles en bois sur roulettes rangées dans les coins. La propriétaire a levé les yeux derrière la caisse. Patricia Moore, 70 ans peut-être. Cheveux argentés attachés en un chignon lâche, lunettes de lecture pendant à une chaîne perlée autour de son cou. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « J'ai vu votre annonce pour de l'aide à temps partiel. » Elle m'a étudié par-dessus ses lunettes. « Expérience ? J'ai vécu assez longtemps pour recommander une bonne histoire, dis-je. » Elle a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu depuis des semaines. « Disponible le matin ? » Oui. « Pouvez-vous grimper une échelle ? » J'ai 68 ans, pas 98. Elle a ri franchement. Commencez demain. C'était tout. Pas de vérification des antécédents, pas de référence,
pas de questions sur d'où je venais ou pourquoi j'étais là. Juste l'acceptation. À midi, j'avais déballé 3 cartons de nouvel inventaire, alphabétisé la section fiction, aidé un client à trouver un mémoire sur une femme qui avait parcouru le sentier des Appalaches à 70 ans. Les gens ne viennent pas seulement ici pour acheter des livres, m'a dit Patricia pendant notre pause déjeuner. Elle a déballé un sandwich à la petite table de l'arrière-salle. Ils avouent des choses quand ils tiennent des livres. Vous verrez. En milieu d'après-midi, j'avais entendu parler d'un divorce, d'une fête de retraite ratée, d'un petit-fils qui refusait de venir parce que sa grand-mère posait trop de questions. À cette femme, j'ai dit doucement, les questions sont la façon dont nous restons présents. Elle a hoché la tête pensivement et a acheté un livre sur la construction de ponts. Patricia m'a donné de l'argent à la fin de la journée, paiement pour le stage de formation. À demain, Barbara, dit-elle. Mon nom prononcé par une inconnue sonnait comme une nouvelle perspective. En rentrant à l'appartement, le soleil du désert se couchant derrière les formations rocheuses rouges. Mon téléphone a vibré. Une photo de David. Lily et Ethan debout devant la maison qui était autrefois la mienne. Les nouveaux propriétaires avaient peint la porte d'entrée en bleu. J'ai répondu par SMS, ils ont l'air en bonne santé. 3 points sont apparus. Il te manque. J'ai fixé l'écran. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon étroit avec une tasse de thé où la camomille était toujours ma préférée. L'air du désert était frais maintenant, le ciel s'assombrissant en crépuscule. J'ai pensé à Lily et Ethan. J'ai pensé à la porte bleue. J'ai pensé au message de David, il te manque. Pas je te manque, juste il te manque. Je me suis demandé s'il leur avait dit pourquoi j'étais parti. S'il avait expliqué que leur grand-mère ne les avait pas abandonnés, elle s'était sauvée elle-même. Je me suis demandé si Vanessa était toujours en colère, toujours en train de planifier des manœuvres juridiques qui ne mèneraient nulle part. Mais surtout, j'ai pensé à la librairie, à Patricia me demandant si je pouvais grimper à une échelle sans supposer que je ne pouvais pas. À la femme qui avait avoué sa solitude et était partie avec un livre sur les ponts, à la façon dont mon nom avait sonné quand Patricia l'avait prononcé. Non pas suspect, non pas interrogateur, juste reconnaissant. Barbara. Pas maman, pas Madame Morrison. Juste Barbara, une personne, capable, présente. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai regardé la photo. Le sourire de Lily, la dent de devant manquante d'Ethan, la porte bleue derrière eux. Ils avaient l'air heureux. C'était suffisant. J'ai posé le téléphone et j'ai siroté mon thé, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Demain, j'irai à la librairie. Je grimperai aux échelles, rangerai les livres et écouterai des inconnus me raconter des choses qu'ils n'avaient dites à personne d'autre. Et peut-être qu'un jour je leur raconterai aussi quelque chose. Pas toute l'histoire, pas encore, mais un morceau. Un petit morceau de vérité. Parce que c'est comme ça qu'on construit une nouvelle vie. Pas tout d'un coup, juste un matin tranquille à la fois. Avant que l'histoire ne continue, une note rapide. Certains moments de la partie suivante incluent des détails dramatisés ajoutés à des fins de narration et de réflexion, ils peuvent donc ne pas correspondre parfaitement aux événements réels. Si vous avez apprécié l'histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour suivre les prochains chapitres. Et si ce n'est pas votre genre d'histoire, c'est tout à fait normal. Vous pouvez vous arrêter ici à tout moment. 6 semaines plus tard, David est venu seul. Pas de Vanessa, juste mon fils. J'étais en train de ranger des livres quand Patricia a appelé depuis la caisse. Barbara, quelqu'un est là pour toi. Je me suis retourné. David se tenait dans l'embrasure de la porte, éclairé par le soleil de l'après-midi. Il avait l'air plus mince, fatigué, plus vieux que 40 ans. Patricia a jeté un coup d'œil entre nous, lisant l'ambiance. Prends ta pause. J'ai posé les livres, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Il y a un café en bas de la rue, dis-je. Je ne l'ai pas invité à mon appartement. Nous avons marché 2 pâtés de maison en silence, avons commandé du café, nous sommes assis à une table de coin. David a fixé sa tasse. Je ne sais pas par où commencer. Le début fonctionne généralement, dis-je. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. Le début. Quand est-ce que ça a commencé?
Quand Vanessa a mentionné pour la première fois ta maison, ou avant ça? J'ai attendu, les laisser trouver ces mots. Maman, Vanessa et moi. Il s'est arrêté, a recommencé. Nous ne allons pas bien. Je suis restée silencieuse, sirotant mon café. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous. J'ai trop poussé. Tu n'as pas poussé, David. Tu as envahi. Il a tressailli. Je sais. Vraiment? Je me suis penché en avant. Sais-tu ce que ça faisait de regarder mon fils rester silencieux pendant que sa femme mesurait mon couloir? Découvrir que tu avais programmé une évaluation cognitive derrière mon dos. Je n'ai jamais programmé, a-t-il commencé. Tu étais au courant. C'est la même chose. Le silence s'est étiré entre nous. Ses mains tremblaient autour de sa tasse. Je savais, a-t-il murmuré. Je savais ce qu'elle faisait. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Que savais-tu, ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont remplis. Tout. Le maître ruban, l'agent immobilier, la menace de mise sous tutelle. Je savais que c'était mal depuis le début. Un courant froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de surprise, une confirmation. Pourquoi? Un mot, lourd comme une pierre. Il m'a regardé, puis vraiment regardé. Parce que j'avais peur. Peur qu'elle parte. Qu'elle emmène les enfants. Je perdrais tout. Sa voix s'est brisée. Alors j'ai choisi mon mariage plutôt que ma mère. Je l'ai choisi elle plutôt que toi. Il a essuyé ses yeux brusquement. Je suis un lâche. Le mot est resté entre nous. Lâche. Je n'ai pas réfuté. Il y a des vérités qui n'ont pas besoin d'être réfutées. Elles ont besoin d'être témoignées. Qu'est-il arrivé, ai-je demandé. Elle est partie. Il l'a dit platement. Déménagé il y a 3 semaines. Demande de divorce déposée lundi dernier. J'ai posé ma tasse avec précaution. Je suis désolé. Vraiment? Il m'a regardé, cherchant. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'elle ne m'aimait pas. J'ai pensé à la photo que Claire m'avait montrée. Vanessa riant avec Marcus Brennan. La façon dont elle l'avait regardée, sans défense, vivante. Je savais qu'elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, dis-je avec précaution. La maison. Plus que ça, une vie différente. Il a hoché la tête lentement. Elle est avec quelqu'un d'autre, un promoteur, riche. Elle déménage à Phoenix avec lui le mois prochain. Il a fait une pause. Elle veut la garde exclusive. Et toi, ai-je demandé. Je me bats, mais je ne sais pas. Il a laissé sa phrase en suspens. Je ne sais pas si je les mérite. Le mérite n'a rien à voir là-dedans, dis-je, tu es leur père. Cela ne change pas parce que tu as fait des erreurs. J'ai fait plus que des erreurs, maman. Je t'ai trahi. Je l'ai laissé faire. Sa voix s'est brisée. Je l'ai laissé essayer de tout te prendre. Et je suis resté là à regarder. Oui, dis-je. Tu l'as fait. Il a baissé les yeux. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas, dis-je. Pas complètement. Certaines choses se cassent et restent cassées. Alors c'est ça? Sa voix s'est élevée, désespérée. C'est fini entre nous? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, qui avait appris à marcher en me tenant la main, qui s'était assis à ma table de cuisine pour faire ses devoirs pendant que je préparais le dîner, qui avait choisi le silence quand j'avais besoin de sa voix. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas fini. Mais nous sommes différents maintenant. Nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions. Alors qu'est-ce que nous sommes? Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Mais nous le découvrirons, une conversation à la fois. Elle a tendu la main sur la table, hésitant. Je l'ai laissé prendre ma main. Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé nos mains jointes. Sa prise était ferme, presque désespérée. Je ne sais pas, dis-je. Demande-moi dans 1 an. David pleurait, non pas bruyamment, mais les larmes coulaient sur son visage en traces longues et régulières. Il m'a raconté la première fois qu'il avait essayé d'arrêter Vanessa, 3 mois avant qu'il ne vienne à ma maison.
Il avait suggéré prudemment qu'il devrait peut-être trouver un appartement plus grand à la place. Que ma maison était ma maison. Vanessa était devenue froide. Des jours de silence glacial, des repas pris dans des pièces différentes, les enfants demandant ce qui n'allait pas. Puis elle avait dit, « Si tu n'es pas de mon côté, si tu ne soutiens pas l'avenir de notre famille, je prendrai les enfants et je partirai et tu ne les reverras plus jamais. » Je l'ai cru, a dit David. Je l'avais vu couper les ponts avec sa propre mère pour moins que ça. Cela a attiré mon attention. Sa mère? Il a hoché la tête. Vanessa ne lui a pas parlé depuis 3 ans. Un désaccord sur l'argent. J'ai pensé à une femme que je n'avais jamais rencontrée, assise seule quelque part, se demandant où sa fille était partie, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Alors, je suis resté silencieux, a continué David. Je l'ai laissé parler de ta maison. J'ai accepté quand elle a fait venir l'agent immobilier. Je suis resté là quand elle a mesuré ton couloir. Et la menace de tutelle, ai-je demandé. Il a fermé les yeux. C'était ma limite. Je lui ai dit que nous étions allés trop loin. Que tu ne nous pardonnerais jamais. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu nous remercierais finalement. Que les personnes âgées ne savent pas ce qui est bon pour elles. Que nous protégions l'héritage de nos enfants. L'héritage, alors que j'étais encore en vie. Puis tout s'est effondré, a-t-il dit. Quand j'ai vendu la maison, ai-je demandé. Avant ça, il a levé les yeux. 2 semaines après ton départ, j'ai trouvé les emails. Mon cœur a battu plus vite, mais je suis restée silencieuse. Elle voyait quelqu'un. Marcus, un promoteur, depuis presque 1 an. Je n'ai pas admis que je le savais. Laissez-le raconter. La semaine dernière, elle a demandé le divorce, veut la garde exclusive, dit que je suis émotionnellement instable à cause de problèmes avec ma mère. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle utilisait les mêmes tactiques sur lui que celles qu'elle avait utilisées sur moi. Tu savais, n'est-ce pas, demanda-t-il soudainement. À propos de Marcus? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Claire les a vus. Elle me l'a dit la semaine avant que je vende la maison. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La douleur dans sa voix. Je me suis penché en arrière. M'aurais-tu cru? Il n'avait pas de réponse. Parce que nous savions tous les deux qu'il ne l'aurait pas fait. J'ai tout détruit, a-t-il murmuré. Pour quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Je ne l'ai pas contredit. Je n'ai pas offert de réconfort. Certaines leçons doivent faire mal. Elle avait tout planifié. Il a dit que la maison était censée être sa stratégie de sortie. Elle me ferait la transférer à son nom, puis demanderait le divorce et réclamerait la moitié dans le règlement, ou nous la vendrions ensemble, et elle prendrait sa part et partirait. Avec Marcus, dis-je. Avec Marcus. Il a essuyé ses yeux. Elle allait utiliser ta maison pour financer sa nouvelle vie, et j'allais l'aider à le faire. J'ai siroté mon café. Il était froid. Le pire, la voix de David s'est brisée. Quand je l'ai confrontée à propos de Marcus, elle a ri. Elle a dit que j'étais pathétique. Qu'il était si facile de me manipuler. Qu'elle savait exactement sur quel bouton appuyer, menacer les enfants, et je ferais n'importe quoi. Elle avait raison, dis-je doucement. Il a tressailli. Je sais. Tu as choisi la peur plutôt que l'intégrité. Tu as choisi ce que tu pourrais perdre plutôt que ce que tu savais être juste. Je sais. Ses mains tremblaient. Je sais tout ça. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que j'ai échoué avec mes enfants en leur enseignant qu'il est acceptable de blesser les gens si on a peur. Je sais que Sa voix s'est brisée. Je sais que je ne peux pas réparer ça. J'ai regardé mon fils. Cet homme qui avait fait des choix terribles, qui était resté silencieux pendant que sa femme démantelait ma vie, qui avait choisi l'autopréservation plutôt que l'honneur. Mais aussi cet homme qui avait traversé le pays pour me trouver, qui était resté assis là à pleurer, à me dire la vérité, qui ne cherchait pas d'excuses, ne blâmait personne d'autre. Non, dis-je, tu ne peux pas réparer ça. Pas complètement, mais tu peux en tirer des leçons. Comment, demanda-t-il désespérément. Comment vivre avec ce que j'ai fait? De la même manière que tout le monde, dis-je, tu le reconnais, tu le portes, tu fais mieux la prochaine fois. Et s'il n'y a pas de prochaine fois, murmura-t-il. Et si tu ne me pardonnes jamais?
Et si les enfants grandissent en pensant? Arrête, dis-je fermement. Tu ne peux pas te décharger de tes responsabilités par la catastrophisation. Tu as fait des choix. Maintenant tu vis avec, y compris le fait de ne pas savoir si je te pardonnerai. Il a hoché la tête lentement. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Mars 2025. 5 mois depuis la vente de la maison. 4 mois depuis cette difficile rencontre au café où David a tout avoué, la liaison de Vanessa, la manipulation, la complicité silencieuse. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de distance, et je l'avais déjà acheté avec une signature et un chèque de banque. Maintenant, chaque matin à 6 heures, je me réveille dans mon petit studio à la lisière de Sedona. Les murs sont nus, à l'exception d'une seule photo encadrée de Henri et moi le jour de notre mariage, 1981. Nous étions tous les deux jeunes et incroyablement pleins d'espoir. Je prépare du thé noir dans une théière en céramique que j'ai achetée à une brocante. Quelque chose de simple et sans fioriture. Rien qui ressemble au service en porcelaine que Vanessa mesurait autrefois du regard. À 7h30, je parcours les 2 rangées de petites maisons en adobe qui bordent la route de Second Wind. L'air sent la sauge et la poussière. Le ciel s'étend large et ininterrompu. C'est une marche de 15 minutes, juste assez pour me vider la tête avant que Patricia Moore n'ouvre la porte à 9h. Patricia a 72 ans, les cheveux argentés attachés en un chignon lâche, des lunettes de lecture à une chaîne perlée autour de son cou. Elle ne pose pas de questions sur mon passé, et je ne donne pas d'explications. Ce que nous avons est un partenariat fondé sur le respect et une compréhension silencieuse. Elle commande des rouleaux de lin et de coton, coud des sacs fourre-tout et des housses de livres personnalisés que nous vendons à la caisse. Je m'occupe du magasin, arrange les nouvelles arrivées sur la table d'exposition, alphabétise la section poésie, conseille les clients qui entrent, cherchant quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. Ce matin, une femme d'une 40aine d'années demande un livre sur les mères et les filles. Je lui tends Wild de Cheryl Strayed. Elle me remercie, les larmes aux yeux, et je réalise qu'elle ne cherche pas un mémoire de randonnée. Elle cherche la permission de faire son deuil. Je lui dis doucement, parfois, les chemins les plus difficiles sont ceux que l'on parcourt seul. Elle hoche la tête, achète le livre et repart sans un mot de plus. À midi, Patricia m'apporte une tasse de thé à la camomille et une barre de céréales. Nous nous asseyons dans l'arrière-salle, entourés de cartons de dons non triés. Elle me parle de sa fille à Flagstaff, de ses petits-enfants qu'elle voit 2 fois par an, de son mari qu'elle a perdu d'un cancer en 2019. J'écoute. Je n'offre pas ma propre histoire en retour, et elle n'insiste pas. Il y a une frontière entre nous, invisible mais solide, et cela ressemble à du respect. Vers 2 heures, mon téléphone vibre. Un SMS de David. Maman, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je ne réponds pas immédiatement. Je finis de ranger une pile de biographies, essuie le comptoir de la caisse. Puis je réponds, pas aujourd'hui. C'est la même réponse que j'ai donnée pendant 4 mois. Pas de colère, pas de punition, juste clair. Je ne suis pas prête à le laisser revenir, et je ne le serai peut-être jamais. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'autopréservation. À 17h, Patricia et moi fermons. Elle verrouille la porte. J'éteins les lumières et nous marchons ensemble vers le parking. Elle me demande si je vais bien. Je dis oui, et cette fois, je le pense vraiment. Ce soir-là, je m'assois sur mon petit balcon avec une tasse de thé et regarde le ciel du désert devenir ambre, puis violet, puis noir. Quelque part en Caroline du Nord, David parcourt probablement de vieilles photos, se demandant où il s'est trompé. Vanessa planifie probablement son prochain coup, reconstruisant son image, effaçant l'affaire de son récit. Mais je suis ici, non pas amer, non pas brisé, juste lucide. La frontière que j'ai tracée n'était pas un mur. C'était un choix. Et chaque matin, je me réveille, prépare mon thé et parcours ces 2 rangées de maisons. Je le choisis à nouveau. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis libre. Mars 2025. C'est le portrait d'une femme de 68 ans, debout sur le balcon au crépuscule, regardant les étoiles émerger sur les crêtes rocheuses rouges, son thé refroidissant dans sa main. Je pense au chemin parcouru depuis ce dimanche après-midi jusqu'ici.
d'une femme à qui on avait dit qu'elle devait faire de la place pour ses petits-enfants à une femme qui a tout abandonné à ses propres conditions. Certaines personnes, lorsqu'elles entendent mon histoire, disent que j'ai surréagi. C'est votre belle-fille. C'est votre fils. La famille devrait pardonner. Mais la famille exige aussi le respect. Et le respect a été la première chose balayée de la table dans ma cuisine. D'autres disent que j'avais raison, que je me suis protégé. Que l'autonomie compte. Je n'ai pas besoin de leur validation. J'ai fait le choix avec lequel je pouvais vivre. Et je vis avec maintenant. Dans un studio qui coûte moins que la facture de chauffage de cette maison victorienne. Dans une ville où personne ne sait que j'ai autrefois organisé le dîner de Noël pour 20 personnes. Où personne ne sait que j'ai enseigné le catéchisme pendant une décennie. Où personne ne sait que j'ai enterré mon mari dans une parcelle que je ne partagerai jamais parce qu'elle se trouve à 3 états. Je suis anonyme ici. L'anonymat, j'ai appris, est une forme de liberté. La semaine dernière, David m'a demandé si la maison me manquait. Je lui ai dit la vérité. Ce qui me manque, c'est ce qu'elle représentait, pas ce qu'elle est devenue. Elle représentait l'amour, la famille, l'histoire, les racines. Elle est devenue une monnaie d'échange. Une preuve de mon déclin, une cible. Être transformé en cible ne me manque pas. Il a demandé si je reviendrais un jour à Asheville. Peut-être ai-je dit, un jour, pour visiter, pas pour rester. Et Lily et Ethan, a-t-il insisté. Et eux? Tu ne veux pas faire partie de leur vie? J'ai fait une pause avant de répondre. David, je fais partie de leur vie, juste pas selon votre calendrier. Je ne comprends pas. Je sais, dis-je doucement. C'est une partie du problème. Ce soir, mon téléphone vibre. Un SMS de David. Pièce de théâtre d'Ethan le mois prochain. Il y a une option de diffusion en direct. Je peux t'envoyer le lien. Je réponds par SMS, envoie le lien. C'est quelque chose. Un petit pont. Pas le pardon, mais la reconnaissance. Je regarde le fil des messages. Je vois toutes nos conversations prudentes. Je me demande si un jour nous pourrons parler sans peser chaque mot. Quand nous pourrons simplement être mère et fils à nouveau, au lieu de survivantes et agresseurs. Le ciel du désert devient noir. Les étoiles, infinies et indifférentes. L'air devient froid. Je serre mon pull. Demain, j'ouvrirai la librairie, rangerai les romans, suggérerai des histoires à des inconnus qui deviennent lentement des amis, je rentrerai dans le petit appartement et je préparerai du thé. C'est une vie plus petite, mais c'est la mienne, et peut-être que c'est suffisant. Ou peut-être qu'un jour il y aura de la place pour plus. Mais pas aujourd'hui, pas encore.